Salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne du mercredi 19 mai. Ravi de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, dans l'actualité, on vous parle d'une bibliothèque d'objets qui veut lutter contre le gaspillage et la surconsommation. Ça s'appelle la Manivelle et après son succès à Genève puis à Lausanne, elle vient ouvrir à Nyon. En sport, on reçoit la Nyonnaise Caroline Brown-Turin pour parler basket, puisqu'elle a été nommée coach de l'équipe féminine nationale en vue de l'emmener au JO de Tokyo. En culture, enfin, Andrea reçoit l'artiste Marion Zourbar qui présente son projet Autobiographie des affects au collège de Nyon-Maran pour les élèves en difficulté scolaire. Je vous souhaite un très bon visionnage à tous. Une bibliothèque d'objets à Nyon pour favoriser l'échange communautaire et la réduction des déchets et de la consommation, c'est ce que propose la Manivelle. Après Genève et Lausanne et un franc succès, l'association veut maintenant s'étendre dans le district de Nyon et lancer ce projet dans la région. Elle recherche actuellement des motivés afin de constituer son comité. Sa soirée de lancement et de découverte est prévue ce jeudi 20 mai à 18h45. Ce sera à la salle communale de Pertan. Mais au fait, la Manivelle, c'est quoi ? Explication en plateau avec deux membres du collectif. À ma gauche, Robert Stittelmann, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Bruno Patricio, bonjour. Bonjour. Robert, dites-nous, qu'est-ce que c'est la Manivelle, qui a donc commencé en 2018 à Genève, pour la Suisse romande ? Exactement, la Manivelle, c'est très simple, c'est une bibliothèque d'objets. Donc on a le modèle des bibliothèques, des ludothèques, sauf qu'au lieu de prêter des livres ou des jeux, on va élargir l'inventaire à toute une série d'objets qu'on utilise seulement de temps en temps. Donc c'est vraiment ça le but, c'est d'avoir un lieu où on partage différents outils qui, c'est pas nécessaire de les acheter, quand on les achète, ça prend de la place dans la cave à stocker. Donc c'est vraiment ça le principe, c'est très simple. Bibliothèque d'objets, de partage d'objets. Donc de tout type d'objets, c'est ça ? Alors vous parliez des outils, alors effectivement, mais là on voit par exemple, on peut aussi prêter et emprunter une tente, des ustensiles de cuisine, ménager. C'est quoi la limite ? C'est quoi un peu les objets qu'on doit trouver et ceux qu'on ne trouvera pas ? On nous pose souvent la question, c'est assez flou, parce que nous, on n'a pas envie de se limiter aux outils, c'est dommage, parce qu'effectivement, tout ce qui est matériel de sport, de camping, de cuisine, d'événementiel, ça marche très bien aussi. Et donc, c'est un concept plus large de vraiment tout ce qui pourrait être utilisé ponctuellement, et puis quand on n'en a pas besoin, d'autres peuvent l'utiliser. Et donc, effectivement, ça amène à plein de choses, et pas que les outils. Alors Bruno, vous connaissiez Robert depuis un moment, vous êtes investi à Genève, puis ensuite vous êtes investi à Lausanne, dans la Manivelle Lausanne. Maintenant, puisque vous êtes nyonnais, la logique c'est d'ouvrir à Nyon. Ouais. C'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont demandé d'ouvrir à Nyon. On a créé une espèce de petite communauté déjà avec 5-6 personnes. Et puis on s'est dit pourquoi pas Nyon ? Finalement, c'est pas parce que c'est une ville plus petite qu'on peut pas créer le même concept et puis rencontrer le même succès. Alors ce sera où exactement ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà le local ? Parce que je crois que pour le moment vous êtes encore à l'étape de projet, vous voulez ouvrir à Nyon, mais est-ce que vous avez déjà un endroit ? On a une piste justement pas loin de la salle communale, ça s'appelle la Villa. C'est peut-être pas là-bas qu'on va commencer, on verra après par la suite. Je pense que c'est sur la bonne voie pour le moment. On a ce local à la Villa qui permettrait de démarrer. Mais c'est vrai qu'on cherche d'autres locaux parce que ça sera vraiment la première phase. Et puis si on grandit et qu'il y a vraiment de l'intérêt dans la population, a priori on va déménager. Ouais. Donc à Nyon et puis ensuite peut-être dans d'autres villes de Suisse romande, c'est ça ? Exact. Peut-être après des antennes ou comme a déjà développé Robert à Genève, peut-être qu'il y a un gros local au centre-ville, puis peut-être des antennes dans les quartiers. C'est aussi quelque chose qu'on imagine si le projet fonctionne bien. Alors le concept séduit du coup maintenant en Suisse romande, mais c'est pas vous qui l'avez créé, ce concept de bibliothèque d'objets. Je crois qu'il est né au Canada, c'est juste ? Alors, où il est né, bonne question. J'ai pas fait l'historique. Non, moi, effectivement, mon inspiration, c'était à Montréal, la remise. C'est comme ça que j'ai découvert les bibliothèques d'objets sur Internet, en voyant le lancement. J'avais des amis qui étaient là-bas. Et puis, moi, je me suis dit, c'est génial. J'en aurais bien envie d'une à Genève pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, c'est vraiment sur cette idée de collectif, de par et pour les habitants. Donc, on essaye d'appliquer une démarche
qu'on a un peu construit et mis en place à Lausanne, à Genève, de dire ben voilà, c'est un projet où on va impliquer les gens, où il y a du bénévolat, où il y a du social. Et c'est pas un projet comment dire, pour faire de l'argent, mais bien pour apporter une solution à des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, on va reparler de tout ça, mais avant, expliquez-nous peut-être, Bruno, comment ça fonctionne, comment ça marche exactement d'un point de vue pratique. Par exemple, moi, j'ai un objet dont je veux me séparer, je sais pas, ma piscine gonflable. Ouais. Je me dis, je l'utilise pas tout le temps, cette piscine gonflable, peut-être que je vais la donner ou la prêter à la manivelle. Tu viens justement à la manivelle, tu nous ramènes l'objet. Nous, comme a dit Robert, on n'a pas un catalogue précis d'objets qu'on n'accepte pas. En général, on accepte tout tant que c'est en bon état. Après, et fonction. Après, c'est clair que si c'est énorme, qu'on n'arrive pas à le mettre, peut-être qu'il va falloir qu'on trouve un arrangement. Mais on a surtout une plateforme sur Internet, un site Internet sur lequel tu peux retrouver tout le catalogue des objets qu'on a à la manivelle. Tu peux aussi regarder ce qu'il y a à Genève ou à Lausanne. Et puis, tu verras, c'est assez marrant, on a des objets assez farfelus. Tout type d'objets. On a des objets de sport, de cuisine, d'outils. Enfin, c'est assez large. Et puis, plus le temps passe, plus on élargit le catalogue et ça devient intéressant pour les utilisateurs. L'objet, on peut le prêter ou le donner, hein, c'est ça? On choisit? Alors, ça dépend. J'ai évité la question. Ouais, exact. Non, disons que des fois, ça arrive que les gens aient de la peine à donner l'objet, même s'ils peuvent continuer à l'utiliser, vu qu'ils peuvent emprunter. Mais c'est des très rares cas. À Genève, on a 2500 objets là. Et c'est une poignée où les gens disent « Ah, en fait, si un jour je déménage, je veux pouvoir le récupérer. » Et puis, on n'a jamais eu le cas où les gens ont voulu le récupérer pour le moment. Comment on fait pour emprunter? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui tient cette bibliothèque d'objets toute la journée ou dans la semaine à plusieurs créneaux horaires? C'est une très bonne question. Alors, à Genève, on a eu le soutien de la commune et puis on essaie de mettre en place, donc on a un employé à 50%. C'est clair que c'est l'idéal pour pouvoir élargir les horaires, avoir un suivi. Mais ça commence surtout par du bénévolat. Donc l'idée, c'est que les gens viennent, qu'on se répartisse des horaires d'ouverture. Ça permet aussi de créer du lien, comme ils font à Lausanne. Il y a vraiment une bonne communauté et ils se répartissent des horaires de permanence. Et puis, en parallèle à cet inventaire catalogue en ligne, il y a cette capacité de réserver à l'avance. Donc on sait que le week-end de août, on va avoir un festival, on veut prendre la tente. On peut le bloquer, il est bloqué pour nous et on vient le chercher à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi, on parle d'un employé à Genève, on verra à Nyon justement la manière dont ça peut fonctionner, le succès que ça aura plus tard, si ça peut justement ouvrir cette manivelle à Nyon. Mais ça fonctionne avec un abonnement aussi, on doit payer un certain prix pour justement avoir le droit de pouvoir venir emprunter, comme une bibliothèque finalement. Oui, alors il y a différents types d'abonnements. Après, on ne va pas s'étendre sur le prix parce que c'est justement, comme a dit Robert, c'est un projet qui va être adapté à Nyon. On va organiser un événement où on va justement s'approprier avec les habitants qui sont intéressés à se joindre à ce projet, à s'approprier ce projet et voir si on a envie de maintenir un abonnement, quel type de prix, On va définir ça ensemble avec les gens, en fait, voilà. Avec les futurs utilisateurs. La manivelle, c'est vraiment un projet qu'on adapte à la ville avec les gens. C'est un projet citoyen, donc c'est vrai que pour les détails, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder ensemble durant cet hackathon. C'est pour ça que justement, avant cette soirée à Nyon, qui a lieu donc le 20 mai, je le rappelle, à 18h45, qui est une séance de découverte en fait, et d'information pour justement savoir exactement ce que c'est la manivelle et comment ça va pouvoir fonctionner à Nyon. Et bien avant ça, vous avez établi un questionnaire, il me semble, pour la population nyonnaise, afin de comprendre un peu les besoins des Nyonnais, c'est ça Bruno? C'était hyper important pour nous qu'on sache un petit peu ce que les gens attendent, parce que on a des amis qui nous en parlent, moi, j'ai déjà plein de gens depuis des années que je travaille pour la manivelle, que je m'implique pour la manivelle, qui me disent « Ouais, mais j'ai cet objet-là, où est-ce que je peux le ramener ?» Mais c'est vrai que maintenant, on essaie de savoir aussi de toucher tout le monde, toutes les catégories sociales, et puis aussi de voir un petit peu si c'est plutôt des objets, des outils. On sait que Nyon, c'est une ville qui est très culturelle, touchée à la musique. Peut-être que la manivelle de Nyon sera peut-être plus orientée instrument, on ne sait pas. Exact. Donc, c'était aussi une manière tout simplement de tâter le terrain. Ça ne sert à rien de lancer, d'avoir une arcade, de se lancer sur des contrats si tout d'un coup en fait il n'y a que 20 personnes, même si on pense forcément que ça va parler aux gens. Mais voilà, c'est une manière d'impliquer et de dire là on a 150 réponses, on a une base solide pour lancer
Et puis pour convaincre aussi justement d'autres soutiens, la commune et d'autres. Ce qui plaît aux gens et ce qui a plu à Genève, c'est justement cet esprit communautaire aussi d'échange mutuel. Et puis peut-être en période de Covid où les gens ont été éloignés, peut-être que c'est le genre de projet aussi qui donne envie de se rapprocher. Je pense que c'est des projets très clairs, très simples, très fonctionnels. Donc on n'a pas besoin d'être ni écolo, ni complètement convaincu pour comprendre la pertinence. C'est juste pratique. Et effectivement, c'est dans l'air du temps d'essayer de tout un chacun de trouver des solutions. Écologiques, économiques. Exactement, et sociales. Et social, de créer du lien, effectivement, c'est du partage. Donc, les gens mettent souvent en avant plutôt le côté écologique et économique, mais il y a quand même un concept fort où, dans nos sociétés, c'est un peu chacun chez soi, il y a quand même pas mal d'individualisme. Et tout d'un coup, on se retrouve, en fait, les objets qu'on utilise, ils sont aussi la propriété d'autres et ils sont utilisés la semaine d'après par plein d'autres gens qu'on connaît ou connaît pas. Et donc, on appartient vraiment ensemble. C'est un peu une manière de revoir la manière de vivre ensemble à l'échelle de quartier, d'immeubles, et puis d'avoir ce sentiment d'appartenance, en fait. Bruno, cette soirée à Nyon donc, du jeudi 20 mai, si des gens ensuite sont intéressés à monter ce projet avec vous et à s'investir dans la manivelle, ensuite ils auront rendez-vous le 9 juin pour un workshop. Mais avant demain, avant le 20 mai pour cette soirée, si on souhaite remplir ce questionnaire, où est-ce qu'on va ? Sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet aussi. J'aimerais aussi rajouter un truc très important, parce que là on parle d'événements du hackathon, je pense que ça fait aussi partie beaucoup du concept de la manivelle, c'est ce côté événementiel, partage de connaissances aussi. On va apprendre, on va faire des ateliers pour apprendre aux gens à utiliser les objets. Durant le Covid, on a fait aussi des ateliers en ligne sur pas mal de nos bénévoles à Lausanne ont des passions, donc ils les ont partagées à travers des ateliers. Ça c'est aussi très important de faire vivre la manivelle autrement que juste par les objets. On avait aussi un événement très fort qu'on avait organisé pendant une année à Genève qui s'appelait Ensemble. On essayait de promouvoir l'entrepreneuriat social et solidaire et ça avait lieu à la manivelle. Donc vraiment la manivelle c'est le partage d'objets mais ça va vraiment plus loin que ça. C'est pour ça que c'est vraiment un concept. C'est vrai qu'il y a ce premier service un peu assez phare et facile à comprendre. Et voilà, c'est l'exemple à Genève. On vient de déménager dans un nouvel espace, un bâtiment de 1200 mètres carrés. Et puis on s'est mis ensemble avec une ressourcerie, avec CIPI qui font du troc d'habits, avec le Fab Lab et un atelier en haut. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de projets, en fait. De projets qui peuvent découler et se coller à la manivelle auprès d'objets. Et donc voilà, c'est ça aussi qu'on veut amener en avant, c'est pas juste le prêt d'objets, mais c'est une vision de nouvelles manières de consommer. Donc plein de projets, plein d'idées pour cette manivelle Nyon. Robert Stittelmann, Bruno Patricio, merci beaucoup. Vous êtes donc tous les deux membres du collectif de cette manivelle Nyon. Et bien plein succès et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Elle est la nouvelle coach de l'équipe féminine nationale de basket en 3 contre 3, la Nyonnaise Caroline Brown-Turin, que l'on a vu de longues années jouer au Rocher dans l'équipe du Nyon Basket féminin, endosse ce nouveau défi avec un but bien précis, qualifier l'équipe suisse pour les JO de Tokyo. Les phases qualificatives auront d'ailleurs lieu du 26 au 30 mai en Autriche. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, alors tu as quitté le terrain en 2018 et puis tu as déjà été coach. On t'a vu coacher pour Helios Basket, notamment en Valais, puis tu as déjà coaché aussi l'équipe nationale suisse féminine, mais c'était les moins de 23 ans. Maintenant, c'est les seniors. Qu'est-ce que ça change et puis quelle responsabilité tu as sur les épaules ? Là, la responsabilité, ça va être d'essayer d'aller chercher cette qualif. Donc, avec les moins de 23 ans, on avait eu une Coupe du Monde en Chine. On avait une préparation un peu courte parce que voilà, c'était un peu tard dans l'année, donc les joueuses déjà un peu en saison. On était allé un peu, comme ça, prendre de l'expérience sans vraiment d'objectifs élevés, si ce n'est sortir du groupe. Là, c'est un TQO, c'est les seniors, c'est forcément des objectifs un peu élevés. Ça te met la pression ? C'est une bonne pression, j'ai envie de dire. On n'a jamais eu l'opportunité d'essayer de se qualifier pour aller à des Jeux Olympiques. En 5-5, c'est pas vraiment envisageable en Suisse. Le 3-3 offre cette opportunité-là. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne pression. Moi, je suis beaucoup plus excitée que ressentir la pression.
mais c'est un objectif qui est élevé. Ouais. Ouais. On saura si l'équipe suisse est qualifiée à l'issue de ces championnats du coup du 26 au 30 mai. On saura directement ou il y a encore Non, tout à fait. Nous, il y a 2 tournois qualificatifs. On est qualifié uniquement pour celui-ci de Grasse, du 26 au 30. Donc, à l'issue des jours de compétition, il y aura 3 équipes sur 20 participatives. Il y aura 3 équipes qui seront qualifiées. Donc, ça va être très, très, très challenge, mais intense et on verra au bout des quelques jours. Quelle chance vous avez là par rapport aux autres équipes, etc. Comment tu te situes? Comment tu situes ton équipe de Swiss Basket? Je dirais qu'on a une vraie chance parce qui est petite, mais on a une vraie chance comme d'autres équipes qui ont le vécu qu'on a en 3-3. Depuis que le 3-3 se développe, on a commencé avec l'équipe suisse en 2014, on a toujours été quand même dans les top nations européennes. Donc on y va avec l'ambition d'essayer de se qualifier parce que quand on est bien, dans des bons jours, quand on joue bien ensemble et qu'on a aussi un peu de réussite, il y a aussi un facteur chance, tout ça, ça va ensemble. Quand tout ça est réuni, on est vraiment capable de rivaliser avec le top niveau mondial. Et vu qu'en 3-3, ça se joue sur 10 minutes, c'est des matchs rapides, ou si on prend le truc par le bon bout, ça peut vite aussi être positif. Les chances, elles sont là. Après, c'est juste que la compétition, toutes les autres équipes pensent comme nous. Et toi, ton défi, là-dedans? Mon défi, c'est que nous, on puisse tirer notre épingle du jeu et qu'on arrive vraiment à rentrer, en tout cas dans la phase de poule, parce que c'est un groupe de 5, de pouvoir sortir de cette phase de poule. Après, c'est un match où on dit win or go home, tout donner, mais sortir de cette phase de groupe, il faut pouvoir amener... commencer en fait tous ces matchs-là, vraiment le couteau entre les dents et puis sortir du groupe. En attendant, là, vous disputez des phases de préparation. Il y a eu ici en Suisse, il y aura en France à partir de ce week-end aussi, donc pour vous tester aussi avec les autres équipes. Je sais que le week-end passé, là, ça s'est pas très bien passé contre la Pologne, mais il y a eu d'autres matchs de gagnés, donc il y a plein de choses encourageantes, on va dire, pour Absolument, c'était le premier week-end de préparation après une longue période sans 3 contre 3, avec le Covid l'année passée, les filles n'ont pas joué réellement en 3-3 depuis presque 2 ans. Une très bonne première journée, samedi, puis le dimanche un peu plus compliqué. Après, c'est aussi le dimanche, on n'a qu'un seul match. Ouais. Donc forcément, quand on passe un peu à travers d'un match, qu'il n'y en a pas d'autres derrière, c'est compliqué. Bon, on finit un peu sur un goût amer. Donc voilà, on va un peu parler de ce match de dimanche, mais on va aussi surtout garder en tête les matchs de samedi, où on voit que voilà, on peut battre la Russie, on peut faire un très bon comeback contre la Pologne, et il y a des très bonnes choses. Ouais. Tu connais bien cette équipe nationale 3-3 parce que tu as joué toi-même, en fait, il y a quelques années. Ça aide justement quand on a joué dans une équipe, qu'on devient coach, on sait un peu mieux à quoi s'attendre et comment coacher les filles. Moi, je pense que c'est à notre avantage dans la situation actuelle. Ouais, on se connaît bien. J'ai l'impression de connaître les joueuses de l'équipe, les plus jeunes aussi, avec qui j'ai pas forcément joué autant qu'avec les 2 plus âgés de l'équipe. Mais pour moi, c'est un avantage. Parce que j'ai l'impression que je les connais puis que je sais comment tirer un peu le meilleur d'elles-mêmes. Après, voilà, c'est aussi des fois un peu plus de challenge aussi, parce qu'il y a un vécu. Moi, j'essaye d'utiliser notre vécu, les expériences un peu qu'on a eues, que ce soit les victoires ou les échecs aussi, d'essayer de prendre ça et puis de grandir ensemble vu qu'on a vécu ça et puis d'amener ça un peu aux joueuses et à l'équipe. Et il y en a que tu connais très bien aussi, c'est Méline Frankina et Eva Roga, donc qui sont les 2 remplaçantes de cette équipe 3-3 qui viennent de Nyon, comme toi, du coup. Donc il y a aussi cette proximité, j'imagine, entre toi et les filles. C'est quoi qui te plaît, toi, Caroline, dans le coaching? Pourquoi tu t'es dirigée là-dedans? Je crois que c'est ça, c'est l'échange, puis la proximité avec les joueuses. Moi, j'aime beaucoup le basket. Je suis une vraie passionnée de basket. Et transmettre, c'est vrai que même dans mon rôle à l'époque de joueuse, j'ai souvent été capitaine. Et j'avais un rôle où je parlais beaucoup déjà à mes coéquipières sur le terrain ou avec mes coachs sur le banc. Et puis j'ai toujours aimé un peu la tactique, la stratégie. Donc c'est vraiment suite aussi à ma blessure en 2015 que j'ai eu cette opportunité avec Elphick où je me suis dit pourquoi pas, en fait ça me plaît.
Puis j'ai vraiment découvert que voilà, être dans la salle avec les filles, puis transmettre un peu mon expérience et puis essayer de jouer bien au basket, c'est vraiment un truc qui me fait assez Après, il y a eu les clubs, donc club important avec Helios, et puis maintenant coacher au niveau national, quoi, c'est une étape de plus. Quoi. C'est une étape de plus. Ouais, Helios, ça a été très rapide, puis ça se fait dans un contexte, voilà, une opportunité que j'ai saisie. J'ai beaucoup aimé. Ça a été un peu dommage parce que ça a été du coup stoppé avec le Covid, donc on n'a pas pu aller au bout de la saison, mais ça a été une très belle première expérience de coach principal. Et là, l'équipe nationale, ouais, c'est une fierté. Moi, je prends beaucoup de plaisir là-dedans. Et puis, c'est très fun parce qu'il y a un TQO à jouer. Il y a une qualif pour des JO. Ouais. Moi, j'ai jamais eu l'opportunité de jouer ça. Donc, de pouvoir vivre ça avec les filles qui jouent encore en tant que coach, moi, je prends beaucoup de plaisir et c'est du haut niveau, donc ça me plaît. Ouais. On va revenir à Nyon et au Nyon basket féminin. Les images qu'on voit derrière moi, c'est des images qui datent de 2018, où vous avez gagné la coupe donc, en LNB. C'était ton dernier match, vraiment dernier de ta carrière de joueuse. Ça te fait quoi de voir ces images-là? Depuis avant, je me rends compte que j'ai le regard qui part beaucoup dessus. Ça me fait beaucoup de bien de les revoir et vraiment plaisir parce que c'était une très belle aventure de finir à Nyon. J'ai commencé à Nyon, je suis de Nyon, je suis née à Nyon. Et voilà, de pouvoir finir ma carrière, c'était quelque chose en plus de pas du tout prévu, très inattendu, qui s'est fait voilà un peu dans le contexte qui était à l'époque. Et en fait, on a vécu une aventure au sein de l'équipe et avec les filles qui était vraiment belle et fun. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis voir gagner ce titre dans une salle comme ça, remplie au rocher. Avec du public, Tout le monde était en rouge. Enfin voilà, il y avait une ambiance de folie. Et ça a été un très beau week-end, une belle finale. Et puis un de mes top titres de ta carrière. De ma carrière. Ouais, quand même. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'avant, hors caméra, avant qu'on commence cette interview, tu regardais ces images et tu me disais, ça me manque pas, en fait, de jouer. C'est bizarre, quand même, non? Ouais, non, ça me manque pas du tout de jouer. Je pense que j'ai beaucoup... je pense que j'ai eu la chance de pouvoir être pro, de pouvoir... faire des choses assez chouettes en Suisse. J'ai pu partir jouer à l'étranger. Et puis, ce que j'ai voulu faire, je l'ai un peu fait. Et puis, j'ai eu ma grosse blessure, je suis revenue derrière. Et quand j'ai voulu arrêter, j'étais vraiment assez sûre de moi. Et aujourd'hui, le basket, je regarde tous les jours. Je suis beaucoup un peu tout ce qui se passe dans le monde du basket. Mais jouer ne me manque pas du tout. Et quand je vais à l'entraînement et que je suis là et que les filles s'entraînent, je suis très à l'aise dans ma position de coach. Exactement. Tu t'es pas trompé. Non, voilà, la page est tournée, j'ai fait le tour et j'ai pris beaucoup de plaisir, mais il y a un temps pour tout. Ouais. Il y a un temps pour tout et le temps donc du 26 au 30 mai, l'objectif ce sera de se qualifier pour les Jeux Olympiques, de qualifier cette équipe féminine de Swiss Basket en 3 contre 3. Merci Absolument. Caroline d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci TV. Bonne chance du coup. Oui, merci. Ouais, à très bientôt. Il en faudra un petit peu. D'autres choses aussi, mais un peu de chance, ça va nous faire du bien. On va croiser les doigts alors. Merci. Salut. Au revoir. Du 11 au 20 mai, le Phare accueille le collège de Nyon-Marans, ou plutôt l'inverse, pour participer ensemble à la création d'une collaboration avec Marion Turbac. Le projet autobiographique des affects invite les élèves à se réapproprier les récits dans une démarche artistique et collective. On en parle aujourd'hui avec vous, Marion Turbac. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Camilla Jara, bonjour. Tu es élève au collège de Nyon-Marans. Alors, tu as participé à ce projet. Comment ça se passe ? Bon, le projet Phare, c'est magnifique. J'aime beaucoup. C'est une expérience unique. J'apprends de nouvelles choses pour moi, pour ma vie, pour tout, en général. Aussi, j'apprends comment utiliser l'Internet parce que le projet, c'est en base sur ça. Ouais, un projet qui est basé sur Internet. Mais Marion, vous pouvez certainement nous en dire plus puisque vous êtes à l'origine de ce projet. Qu'est-ce que vous avez voulu en faire ? L'idée, c'était de permettre aux étudiants de travailler avec les choses qui les entourent, qui font partie de leur quotidien, sur lesquelles ils n'ont pas forcément le temps et l'occasion de poser un regard. Donc, c'était l'idée, prendre un peu de recul pour regarder notre famille, regarder Internet, regarder nos collègues, la relation qu'on entretient aussi avec nos amis et imaginer que tout ça
puisse être une matière artistique avec laquelle on va pouvoir travailler, créer des œuvres. Ouais, alors Camilla, là, justement derrière toi, on te voit à l'image en train de filmer. Explique-nous quel était votre projet, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, mon projet, c'est un film que nous filmons à l'école avec tous les élèves des projets. Et puis, nous choisissons les adolescents avec les émotions, et l'euro, la tristesse, tout ça. Et nous mélangeons tout. Mais c'est-à-dire, vous racontez des histoires ou vous-même vous interprétez des personnages? Qu'est-ce que vous avez filmé? Et nous sommes interpréter les personnages et aussi conter les histoires des adolescents. Alors, on raconte des histoires, mais certainement que vous voulez soulever là des émotions, mais aussi des questions, parce que le phare, on sait que le festival a souvent cette vocation-là. C'est quelles interrogations est-ce que vous avez autour de ce projet? Ce qu'on essayait en tout cas de travailler avec eux, c'était valoriser le regard qu'ils portent sur ce qui les entoure, et donc de leur donner la parole. On parle beaucoup des adolescents, c'est intéressant aussi, on fait des œuvres, on fait beaucoup de choses sur eux. On avait envie de voir ce que eux ils ont à dire et comment eux ils créent quand on leur donne l'opportunité d'être des auteurs et pas seulement des interprètes. Donc ils se revendiquent comme auteurs aussi bien de matière artistique que de leur vie qu'ils mettent en fiction. Comme eux, ils désirent le faire avec des outils que nous, on leur propose. Mais c'est vraiment eux qui choisissent les sujets qu'ils ont envie d'aborder, ce qui les préoccupe et ce qu'ils ont envie de communiquer aussi bien à un public d'adultes que d'adolescents. Ouais. Alors, des élèves du collège de Nyon-Marron, est-ce que c'est des élèves particuliers ou comment est-ce qu'ils ont été choisis? Le collège nous a proposé de travailler avec 3 classes, donc 2 classes en effectif réduit, et une classe, où est celle de Camille, justement, d'élèves qui sont arrivés en Suisse depuis peu de temps et qui ne parlent pas encore très bien français et qui donc ont besoin d'être dans une classe un peu adaptée à leurs besoins. Et donc on a réuni ces 3 classes ensemble et c'est eux qui ont été choisis pour faire ce projet avec nous. Et puis eux, ils nous choisissent aussi en acceptant de poursuivre l'aventure. Hein. C'est un échange. Entre d'accords mutuels de travail, quoi. Ouais, voilà. Un échange aussi entre vous, Camilla, parce que finalement, on l'apprend, tu viens d'arriver en Suisse il y a quelques jours, tu habites même par ici, tout près de chez nous, mais est-ce que cet échange, il l'a permis aussi finalement, est-ce que tu puisses rencontrer d'autres élèves à l'école? Oui, mais c'est bizarre pour moi, mais c'est cool. Ouais. Du coup, vous avez pu créer aussi, j'imagine, des thématiques de discussion. Toi, notamment, on t'a vu filmer, je crois, du maquillage. C'était quoi la mise en scène? Et j'ai filmé le maquillage pour montrer les choses qu'utilise une adolescente, une fille. Une adolescente, c'est ça. D'accord, donc le quotidien des filles à la salle de bain, c'est ça? Avec peut-être les secrets aussi, les discussions qui vont avec? C'est le secret. Nous parlons avec ma petite... j'ai oublié le nom. En espagnol? Ma boyfriend. Ton meilleur ami? Oui. Ta meilleure amie, oui. Ça. Et elle me conne quelque chose et nous parle. C'est ça. D'accord, donc il y a des discussions qui sont prises, des vidéos qui sont enregistrées, plusieurs œuvres aussi, que ce soit, je crois, tant dans la musique qu'ailleurs. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il sera fait de ce projet? Il sera présenté notamment le 10 juin en version publique. Ça, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qui sera présenté? Ça sera la dernière étape de travail. Là, jusqu'à vendredi, on crée différentes œuvres et les étudiants commencent à travailler sur une œuvre, puis ils vont sur une autre, donc ils échangent aussi beaucoup. Il n'y a pas un groupe qui commence et qui finit quelque chose, ils ont tendance à se passer la main les uns aux autres. Et puis vendredi, on va regarder tout ce qu'on a fait
Et quand on revient en juin, on va faire une installation avec toutes ces matières et voir comment elles résonnent les unes à côté des autres et quel est le potentiel évocateur de ces œuvres. Aussi, voilà, là en ce moment c'est de manière indépendante, mais qu'est-ce que ça produit quand on rassemble tout ça dans une pièce? Et on invite le public à rentrer dans une chambre d'adolescents, quoi. Enfin, plus qu'une chambre, dans l'univers des adolescents. Ouais, alors on rentre dans l'univers, j'entends aussi le rôle social, mais finalement, l'artistique dans tout ça, où est-ce qu'il se retrouve? Ils ont créé. Donc, ils ont appris à faire du montage vidéo, à filmer, à cadrer. Ils ont appris à dessiner, à faire de la musique, à faire du théâtre, de la danse. On a travaillé, excusez-moi, sur beaucoup de médias artistiques différents. Et eux, ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire. On leur a fait une présentation, voilà, il y a ça, dans différents ateliers. Et puis chaque groupe a dit, moi je préférais faire la vidéo, moi j'aimerais bien travailler sur des collages. Ils ont choisi ce qu'ils préféraient finalement. Ouais, ça s'appelle Autobiographie des affects. Et puis c'est un travail en collaboration notamment avec le festival Le Phare, à découvrir aussi le 10 juin au collège de Nyon-Marans. Marion, Camilla, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette quotidienne du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain sur NRTV.